Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit mug du mercredi, déjà le milieu de semaine. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir le lundi férié, ça sera une petite semaine. Pour les autres, on reprend un peu d'énergie en ce mercredi pour la terminer du bon pied. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés pour le petit déjeuner ou ce début de journée. Vous voyez que moi, je suis prête. J'ai mon petit mug, même si j'ai eu quelques minutes de retard. On est prêt, on est paré pour commencer tranquillement la journée en débriefant de l'ActuTech. Voilà. Pourquoi on n'a plus les vidéos sur YouTube? Alors, je laisserai peut-être Samuel répondre. Je sais qu'il y a eu une nouvelle organisation pour avoir un peu plus de clarté sur justement où va le contenu. Un bon mug après 5 heures de travail d'usine de nuit. Chapeau, Foxty. Eh bien, écoute, j'espère que tu vas pouvoir t'endormir tranquillement avec le mug, ce qui normalement n'est pas forcément le concept, mais je me dis qu'après 5 heures de travail d'usine de nuit, t'as peut-être envie de décompresser. Et ben voilà, en tout cas, t'es au bon endroit. Restez avec moi. Et de quoi on va parler ce matin, quand même? De quoi on va parler? Eh ben, on va parler de plusieurs petites choses assez différentes. On va parler de Ikea qui finalement fait enfin ses mises à jour pour ses lumières connectées, donc ça va faire plaisir notamment aux possesseurs d'accessoires iOS. On va avoir Google qui ouvre son premier magasin physique à New York, et oui, c'est pas une blague. On va avoir un petit Google Store à New York, et puis on reviendra un petit peu sur la saga IBM et Watson Health. On en a entendu parler avec l'intelligence artificielle, IBM qui allait révolutionner la médecine, etc. Et ben finalement, ça a fait un gros flop. Et on a un article qui repasse un petit peu en détail ce qui s'est passé, un peu l'épopée IBM Watson Health. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, moi-même je l'avais suivi quand même de relativement loin parce que ça restait relativement abstrait. Et finalement a raison parce que ça restait un petit peu abstrait, vous le verrez tout à l'heure. Et puis après, on fera le point sur la prochaine phase du déconfinement en France et notamment l'utilisation potentiel, non obligatoire, des QR codes à l'entrée des établissements. On verra de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il en ressort et comment ça se passe en termes de vie privée. On parlera aussi, on fera un petit tour du côté de Twitter qui est encore un énième réseau social à enclencher la première sur notamment toutes les fonctionnalités de commerce, de monétisation avec des partenariats avec les marques, avec des fonctionnalités d'achat potentiel sur Twitter, etc. Ça m'intéressera d'avoir votre avis dans la chatroom sur cette potentielle évolution. Je sais que vous avez des avis tranchés, donc c'est pour ça que je veux faire appel à vous ce matin sur ce sujet. Et puis on enchaînera avec des petites rumeurs, des rumeurs un peu plus que des rumeurs, avec notamment du hardware prévu chez Valve, avec une potentielle petite console portable, ou en tout cas un ordinateur portable de jeu, avec Valve. Voilà, donc là aussi on aura pas mal à discuter, puis on terminera avec une petite cerise sur le gâteau, une petite cerise sur le croissant, je crois. Il faut que je retrouve mes titres. Cerise, oui c'est ça, cerise sur le croissant. Avec comment la technologie peut révolutionner une forme d'expression artistique, et cette fois-ci c'est les drones qui vont repousser les limites de la prise de vue, de la photographie en natation synchronisée. Donc voilà, je trouvais ça très très intéressant et on verra, je vous montrerai quelques petites photos, notamment du photographe justement Brad Walls qui a fait cette série. Voilà pour le programme, j'espère qu'il vous plaît. Je vous propose de commencer tout de suite du coup avec le Kawa. Je fais une petite pause avant de commencer. Il y en a qui comblent. Ouais, Samuel, toujours qui veille au grain, la cerise sur le croissant. Merci de me rappeler le nom des rubriques.
Heureusement que vous êtes là, vous êtes la meilleure équipe qui soit. Un grand merci à vous. Euh, je vois que tout le monde est bien installé. Bonjour. J'ai même pas dit bonjour quand même. Salut Lectribe, salut Léo, salut Pierrot, salut F4663, salut Alcan, salut Corentin, salut DJ Dactylo, salut Rez90zine, salut Floji, salut Talesum46, salut Emre, salut à qui j'ai pas dit bonjour encore. Salut évidemment Samuel, salut Pef, salut Foxty, salut Mouik14, salut Wormhole Theory, salut Technisavoir, salut GeekAVA, salut Paul de Frige, je sais pas, Mister Clément, Nounix, Leita, Olek. Il y a la peluche Alan qui tente un plongeon. J'avoue. Je sais pas qui l'a mis là. Mais elle vous fait même pas face là, quand même. Regardez, voilà. C'est peut-être un peu stressant de la voir qui vous regarde, peut-être. Ça va me déconcentrer durant l'émission, donc je la mets. Elle va rester en position de plongeon. On parlera de natation synchronisée tout à l'heure, on la fera peut-être plonger. Mais pour l'instant, elle va rester bien sage derrière. Mais je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article. Ce matin, c'est une petite update qui concerne les lumières connectées côté Ikea. Voilà, donc ils avaient annoncé déjà en mai 2020 qu'ils voulaient que justement leur gamme de lumières connectées soit compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri, mais on l'attendait encore. Voilà, en août, hein, ils avaient justement annoncé prématurément certaines fonctionnalités avant de dire « Ah, attention, on les a annoncées avant qu'elles soient prêtes. » Mais finalement, ça y est, voilà, c'est enfin disponible, ou en tout cas en partie, puisque les personnes qui auront le fameux hub Tradfree, donc vous savez, hein, les noms Ikea, toujours forcément très faciles qui font la marque, d'ailleurs la personnalité hein, de la marque, les noms des gammes assez intéressants. Et donc du coup, si vous êtes équipé du fameux hub de connexion Tradfree que vous l'avez installé chez vous, vous allez pouvoir contrôler justement vos lumières grâce à votre appareil iOS. Enfin, c'était attendu quand même depuis pas mal de temps, à savoir que le hub aussi est compatible avec Amazon Alexa, donc vous pourrez l'utiliser avec iOS, mais vous pourrez également le commander à la voix avec Alexa si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas complètement sur HomeKit, en tout cas fan de HomeKit. Pour l'instant, on n'a pas de date pour la compatibilité avec Google Assistant, mais bon, ça devrait arriver hein, quand même. C'était quand même le positionnement d'être compatible avec justement tous les constructeurs. C'est l'avantage justement d'IKEA de vouloir être compatible avec tous, mais à voir quand est-ce que ça arrivera. En tout cas, voilà, il se muscle un petit peu. Je trouve ça assez intéressant parce que ça montre aussi comment la maison connectée, et en tout cas ces lumières connectées, vont potentiellement pénétrer le grand public, ce qui quand même, enfin voilà, la maison connectée, on en parle depuis des années maintenant. J'ai l'impression que depuis qu'on a commencé le mug, le Techscope au lancement, on en parle de cette notion de maison connectée. On avait pas mal d'espoir, et alors qu'on a traversé une pandémie et que les gens avaient que ça à foutre, il faut bien le dire. Non, mais je vais dire, on cherchait tous quand même des occupations, vu qu'on pouvait plus sortir, etc. On a fait des travaux, mais on n'a pas forcément investi dans repenser son organisation intérieure avec de la maison connectée. Donc ça montre un petit peu que c'était peut-être pas, encore une fois, assez simple, il y a des problèmes d'interopérabilité entre les systèmes, entre les dispositifs, etc. Pas forcément encore super accessible, super flexible et très paramétrable ou très facilement paramétrable par le grand public. Voilà, même moi, moi je l'avais fait chez moi. Une fois qu'on l'a paramétré, on n'y touche plus vraiment. Si ça fonctionne bien, très bien. Si ça fonctionne pas bien, on entend tout le temps qui dit lumière X ne s'éteint pas, ou lumière Y ne répond plus. Et c'est assez pénible, mais bon voilà, donc je suis assez excitée par l'idée que Ikea rentre vraiment sur le sujet de la maison connectée, parce qu'ils vont peut-être pousser justement les autres constructeurs à avoir plus d'interopérabilité, à avoir plus de facilité d'installation, à voir.
c'est pas encore gagné, mais pourquoi pas. En tout cas, IKEA a eu du mal, hein, ils ont pris du retard, c'est assez étonnant, hein, comment ils peuvent, on peut voir que ils étaient vraiment installés c'est la marque phare pour s'équiper, ou en tout cas de manière accessible, dans son mobilier, etc., dans son installation intérieure. Et c'est vrai que les lumières en font partie, mais ils avaient raté, ils avaient pris du retard en tout cas sur cet axe de lumière connectée. Bah voilà, ils sont là en tout cas. J'ai un petit peu vos commentaires. D'après ce que j'ai vu, tu vas enfin pouvoir ajouter HomeKit, mais une série limitée d'ampoules et de détecteurs pour le moment. Oui, il commence petit, F4663, tout à fait. Ça fait petit, enfin, il se lance petit pour l'instant, pour commencer. Coucou, juste pour te dire que j'adore la bonne humeur de bon matin. Merci de nous partager toutes ces news avec le sourire. Un grand merci à toi, Marbicup, pour ton message. Ça fait super plaisir. Un grand merci. Ravi de vous apporter un petit peu d'énergie et de bonne humeur le matin. Effectivement, déjà, il faut un réseau au top et les systèmes vraiment bons sont plus de la domotique smart home que des objets connectés. Comment tu fais, ça m'intéresse, DJ Dactylo, ton commentaire est assez intéressant. Comment tu fais la distinction entre un système d'objets connectés et de la domotique? Parce que naïvement, moi j'ai envie de te dire c'est la même chose, sauf que domotique ça faisait plus complexe puisque c'était le premier mot qui a apparu pour tout ce qui était système intelligent de la maison, et donc c'était des systèmes qu'il fallait penser au moment de la construction de la maison, avant d'avoir emménagé, d'avoir mis son mobilier, etc., qui était du coup peu flexible et peu adapté à la location aussi, et donc qui mettait un frein à l'adoption de la domotique, tandis que Objet Connecté faisait référence peut-être à des objets voilà, amovibles, plus facilement installables après un emménagement, plus adaptés à la location, etc. Et le truc, c'est que la domotique, ça reste quand même pas niche, mais je veux dire, tout le monde peut pas concevoir et faire construire sa maison, etc. Donc, si on veut que ça soit adopté par le plus grand monde, moi, j'ai tendance à penser qu'il faut quand même trouver des systèmes qui soient, certes, fiables. Je suis d'accord avec toi que la fiabilité est clé ici, mais également accessibles au plus grand nombre. En attendant, je vais planquer au cas où je peux piquer la map monde et cette plaque pendant un déménagement. Il y en a qui parlent déménagement là. Côté Ikea, les ampoules sont quand même bien efficaces, ouais. Le problème avec la domotique pour les utilisateurs lambda, c'est que tu te chauffes, tu montes en compétence pour tout paramétrer. 6 mois après, tu as oublié comment faire les trucs et ça se dégrade au fil du temps. Ouais, Hibou BDX, je suis assez d'accord avec toi, ouais. Alors, DJ Dactylo, objet connecté passe par le Wi-Fi ou Zigbee. Ouais, tout à fait. Les smart home passent par un câblage dédié. Travail d'électricien. Voilà, tout à fait. Alors, merci beaucoup, DJ Dactylo. C'est hyper intéressant ce que tu t'apportes des informations beaucoup plus spécifiques que je n'ai données. Mais en effet, ça montre bien que c'est un travail qui se conçoit, voilà, en amont et beaucoup plus conséquent et du coup peu adapté à la location, quoi. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour ton commentaire. Voilà, voilà. Donc du coup, c'était une petite news, mais je tenais quand même à vous le partager. C'est intéressant parce que ça représente quand même un bon timing côté Apple. Je pense qu'ils se frottent un petit peu les mains puisque justement Apple essaye voilà, d'en remettre une couche, hein, sur la maison connectée et notamment avec le HomePod. Voilà, une nouvelle version du HomePod qui devrait peut-être sortir plutôt en décembre. Attendez, j'ai un petit doute là. J'ai un petit doute. Comment je peux faire? Comment je peux faire? D'ailleurs, Samuel, tu vas me taper sur les doigts. J'ai pas mis les articles dans Préparation Texcope. Comment je fais là? J'ai un... Voilà, c'est ce que je pensais. Alors, écoutez, gros fail d'article. J'ai eu un petit doute parce qu'il parlait de la sortie du HomePod
Et donc, du coup, je me suis dit, cet article est un vieil article. Et ben, écoutez, il date du 1er novembre 2017. Donc, vous pouvez mettre cet article à la poubelle parce qu'en fait, il date d'il y a plus de 3 ans. Donc, gros fail, je ne sais pas pourquoi il a remonté dans mes articles Flipboard, comme quoi ne pas faire confiance à Flipboard. Désolée, je vous ai fait une news complètement old. Donc voilà, on commence les news du bon pied ce matin. Tout va bien, on est bien réveillés. Déception. Vous voyez là comment j'ai eu le petit réflexe, la sortie du HomePod, et je fais mais attendez, il n'y a pas de sortie de HomePod prévue. Euh... Les news sont pas très fraîches ce matin. Mais écoutez, ouais, gros. Voilà, donc petite rectification, c'était une vieille news. Donc je vous propose d'enchaîner. Je vais vérifier quand même les dates de mes articles avant de commencer à en parler, hein, parce que du coup j'ai un petit peu peur. Où est-ce que je... C'est bon, 21 mai 2021. Celle-ci, a priori, est un peu plus récente. Bon, du coup, donc on enchaîne. Il y a eu peu de personnes, hein, j'ai vu des petits commentaires qui me disaient mais c'est bizarre, ça, je crois que c'est déjà intégré HomeKit, etc. Il y a peu de personnes qui a relevé quand même, hein. Vous n'êtes pas super réveillés ce matin quand même, hein. Marion, on le sait bien que Flipboard est nul, oui. Je sais pas pourquoi on continue à l'utiliser, on s'entête. Mais il va falloir peut-être qu'on ait une discussion de fond sur le sujet. Donc on continue cette fois-ci avec Google. Donc là, c'est une news récente puisqu'elle date du 21 mai. Dernier, 2021, je confirme. Et donc, c'est ce que je vous disais, Google arrive avec ses boutiques physiques, revient avec ses boutiques physiques, tout simplement. C'est intéressant, alors qu'on sort d'une pandémie, qu'il y a eu un gros changement dans le mode de consommation, où pas mal de personnes passaient sur du click and collect, ou carrément de la livraison, et ben Google, eux, reviennent à un format physique, avec une boutique, un Google Store, qui sera dévoilé cet été à New York, dans le quartier de Chelsea, où Google d'ailleurs possède déjà de grands bureaux avec plus de 11 000 employés déjà sur place. Alors il prévoit déjà une grande sélection de produits fabriqués évidemment par Google, comme des téléphones Pixel aux produits Nest, des appareils Fitbit qu'ils ont racheté, au Pixelbook et bien d'autres encore. Voilà, ça c'est le vice-président de Google, Jason Rosenthal, qui l'a annoncé dans un article de blog. Ils annoncent aussi que les personnes pourront faire leurs courses sur le googlestore.com et également récupérer, donc faire du click and collect et récupérer directement leurs commandes en magasin. Donc c'est assez intéressant. En tout cas, ils veulent créer du trafic, une relation, peut-être un peu plus de proximité avec les utilisateurs. Il y aura également des experts, ça va vous parler, je pense, dans la chatroom. Il y aura également des experts qui vous aideront, ou qui aideront en tout cas les clients à utiliser leurs appareils et à le réparer. Et des ateliers seront organisés toute l'année. On dirait une description d'un Apple Store. Non, mais c'est intéressant comment Google repense à l'expérience autour de l'univers Google et des services et du hardware Google. Voilà. Samuel me confirme, les autres articles sont bien plus récents. Merci beaucoup. États-Unis, le candidat Donald Trump monte et pourrait prétendre à la présidence. C'est très très bon, Olek. Exactement, on a fait un voyage dans le temps. Ah là là. Bref, moi, en tout cas, pour revenir sur le sujet, arrêtez, vous me déconcentrez dans la chat, vous me faites trop rire. Donc, en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est intéressant, hein, ce qui se passe du côté de Google, surtout avec ce qu'ils ont présenté durant la Google I.O., avec plus de cohérence d'un point de vue entre les appareils et également avec Material You. Je suis assez excitée par voir un petit peu comment ça va se passer un peu, la mise à jour Material You, et il y a très peu encore de choses disponibles. Il y a Android.12, mais Material You, pardon, la mise à jour de l'interface, les animations, le graphisme, etc., la user interface n'est pas encore complètement disponible. Alors moi, je suis assez intéressée par voir ce qui va se passer. Et donc, justement, avec la mise à disposition
du magasin. On sent que Google met le paquet ici pour démontrer, faire la démonstration de ses produits au grand public. Je trouve ça très très intéressant. Voilà. Material You, tu en penses quoi, Marion? Bastille UI, je pense, tu peux aller voir, je crois que c'était le mug de la semaine dernière, du coup, parce que c'était la Google I.O., c'était du coup le mardi, et j'en ai parlé le mercredi matin. Donc tu peux aller voir, je vais pas refaire une présentation et un avis sur Material You, parce qu'on en a déjà bien parlé la semaine dernière. J'encourage à aller jeter un petit coup d'œil. Un grand merci à l'Amigo FR, à Brumdir et à Sundin Vader pour vos abonnements Prime. Un grand merci pour vos soutiens. Et merci à Samuel d'avoir partagé justement le lien du replay du mug de la semaine dernière. Voilà, comme ça, Bastille, tu vois, tu pourras rattraper. Voilà pour l'information. Et donc du coup, je vous propose d'enchaîner sur un des gros sujets du jour. C'est un article particulièrement intéressant que j'ai vu sur Courrier International et qui est tiré parce que vous savez, Courrier International, c'est une agrégation d'articles du monde entier. Et c'est un article qui a été publié dans Stat News, voilà. C'était Stat News, un site d'information américain spécialisé dans la santé, la médecine et les biotechnologies qui reviennent sur l'aventure IBM et Watson Health. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant parce que je sais pas pour vous, mais Watson Health, Watson, l'intelligence artificielle Watson, vous savez, on en avait entendu parler en 2011 après la victoire justement de Watson sur les champions du jeu télévisé Jeopardy, etc. Mais pas que, on en a entendu parler justement avec des combats d'échecs, etc., des matchs d'échecs et compagnie, et IBM qui avait vraiment mis le paquet sur l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine médical, de la génomique à l'imagerie médicale, du traitement du cancer à la mise au point de médicaments, jusqu'au recrutement pour des essais cliniques. Donc en fait, ils avaient commencé à explorer l'application de l'intelligence artificielle appliqué au domaine médical, mais dans différents axes, comme je viens de vous le dire. Et donc, c'était beaucoup de choses en parallèle. Et donc, ça faisait un peu rêver. On savait pas trop comment ça allait fonctionner. On n'avait pas beaucoup d'informations, mais en tout cas, ça faisait, ça excitait un petit peu l'esprit. Mais du coup, en fait, ça restait quand même un peu abstrait. En 2021, j'étais incapable de vous dire concrètement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été prouvé en termes d'avancée avec Watson Health, et à raison, puisqu'en fait, cet article revient un petit peu sur les déboires, les difficultés rencontrées par Watson Health, et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est. Donc du coup, comme je vous disais, en 2011, on a beaucoup entendu parler de Watson Health. En 2012, qu'est-ce qui s'est passé ? IBM a signé un accord avec un des centres de recherche sur le cancer, le Memorial Sloan Kettering, pour justement entraîner l'intelligence artificielle à fournir des recommandations pour le traitement des cancers, qui a abouti justement quelques années plus tard à la naissance réelle de Watson Health. Donc il a fallu quelques années avant du moment où on s'est excité sur l'intelligence artificielle et ses possibilités à la création de l'entité spécialisée médicale dans le domaine médical de Watson Health. Et donc évidemment, comme vous vous rappelez, cette division a attiré pas mal d'intérêt, notamment auprès de grands noms de l'industrie comme Cleveland Clinic, la Mayo Clinic, CVS Health et Johnson & Johnson. Alors attention, c'est des sociétés qui sont très très connues dans le domaine de la santé, mais très très connues aux États-Unis ou pour ceux qui sont vraiment dans le domaine de la santé, peu peut-être pour le grand public en Europe. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu des rapports, des informations qu'on a partagées avec le journaliste qui a rédigé cet article. Et notamment, il a eu accès à des anciens salariés d'IBM et de Watson Health. Et notamment, il y aurait eu donc cette vague d'annonces de partenariat avant même de disposer des ressources et des données scientifiques et dans certains cas, même la technologie nécessaire pour les appuyer. Par exemple, IBM n'a jamais conçu de plateforme de stockage réservée à ses principaux clients du secteur médical, ni donné à son intelligence artificielle la possibilité justement d'analyser ces fameuses données qui proviennent
provenaient de plusieurs entreprises rachetées par le groupe. Ce qui a trahi justement, c'était une des promesses phares de Watson Health, c'était justement de pouvoir s'appuyer sur une grande base de données, d'imagerie, d'informations médicales pour entraîner l'intelligence artificielle justement à reconnaître, détecter et accompagner le diagnostic. Ou simplifier. Et donc là, c'est vrai que c'est ce qu'ils nous disent. L'enquête de Stat, là, s'appuie sur des documents internes et des entretiens avec 7 anciens employés d'IBM qui ont justement la tenu à rester anonymes par crainte de représailles comme ça peut arriver. Voilà, donc c'est vrai que IBM a commencé à soulever de nombreuses questions essentielles liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine, mais ça montre avec cette histoire que ce qui peut arriver lorsqu'une entreprise veut en faire trop vite sans avoir suffisamment creusé l'aspect scientifique, voilà, et notamment un point très important. Et c'est notamment Amit Kosal, médecin et professeur de bioingénierie à l'université de Stanford, qui le dit, c'est une de ses citations. Il est nécessaire d'avoir une technologie qui fonctionne, mais cela ne suffit pas à garantir une incidence sur le résultat clinique. Il faut s'interroger sur j'ai envie de dire évidemment, il faut s'interroger sur la façon dont les médecins utiliseront cette technologie au quotidien. Et là, moi, ça me semble évident. Cette technologie, elle ne va pas s'utiliser toute seule. Il reste à y avoir une expertise scientifique, humaine. Il y a un jugement, un diagnostic entre plusieurs possibilités de diagnostic. Et ça reste quand même la décision. Surtout dans un premier temps, alors qu'on est en train de concevoir cette technologie, c'est quand même l'humain qui doit prendre la décision finale pour justement s'assurer que la technologie fonctionne ou pas, ou pouvoir justement itérer sur ce qui est en train d'être développé. Et là, on dirait que on avait entretenu la fantaisie que si on mettait en place l'intelligence artificielle, elle allait remplacer le travail des médecins, ce qui n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas le but de l'intelligence artificielle, ou en tout cas de la technologie à ce stade-là. Donc c'est un petit peu dommage. Notamment, on a des informations du type que le groupe se targuait notamment du résultat de nombreuses études montrant que les recommandations fournies par Watson for Oncology, donc la division liée à la recherche contre le cancer, sur le traitement des cancers, disait que les recommandations justement de Watson étaient très proches de celles des professionnels. Cependant, ces études avaient été réalisées avec des clients d'IBM et non avec des chercheurs extérieurs et objectifs, et donc ne prouvaient pas que l'outil pouvait améliorer les résultats en tant que tel. On était donc bien loin de l'idée que Watson peut vaincre le cancer, ce qui était un petit peu quand même suggéré dans les pubs de IBM Watson. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les pubs de Watson Health, justement d'IBM, on était quand même sur des scénarios très, très jolis, très dans le futur. On se projetait quand même très, très loin. En 2015 et 2016, on voit émerger les premières difficultés qui ont failli faire couler Watson Health. On a notamment à l'époque IBM qui débourse près de 4 milliards de dollars, ce qui représente environ 3,3 milliards d'euros pour acheter plusieurs entreprises spécialisées dans les données, notamment Exploris, Fitel, Truven, Health Analytics et Merge Healthcare. Donc on a les dirigeants qui présentent ces acquisitions et les informations que leurs données permettront de récolter comme le socle de la nouvelle filiale. Encore une fois sur cette notion on est en train de construire une base de données immense, et donc il faut qu'on ait la base de données la plus importante pour pouvoir entraîner, perfectionner justement l'intelligence artificielle à reconnaître des patterns, des schémas, ou à mieux identifier certaines pathologies. En février 2016, justement peu après l'annonce de l'acquisition de Truven, on a donc la PDG d'IBM, qui s'appelait à l'époque Ginny Rometty, qui assure aux investisseurs que le groupe pourrait exploiter justement les ressources des entreprises qu'ils viennent d'acquérir. Elle dit même: désormais nous possédons et pouvons entraider Watson à utiliser encore et encore ce qui constitue sans doute la plus grande banque d'informations sanitaires non gouvernementales. Ce qui était assez excitant sur le papier, mais encore une fois,
concrètement, ce qu'il y a, c'est que Fitel et Exporis ont fourni les dossiers de 100 millions de patients, Truven a communiqué 200 millions de demandes de remboursement de soins, Merge Healthcare a apporté 30 milliards d'imagerie médicale, donc c'est encore une fois la plus vaste base de données médicales au monde qui soit ainsi accessible. En tout cas, c'est ce qui était avancé ici par Deborah DiCianzo, la directrice générale de Watson Health à l'époque. Et donc on est vraiment sur cette notion de nuage de données médicales qui sont mises à disposition pour entraîner l'intelligence artificielle de Watson Health. Et donc qui sont destinés à rejoindre ce qu'IBM appelle le Health Cloud, le nuage de santé. Donc cette fameuse réserve tentaculaire regroupant en un seul endroit une immense quantité de données médicales. Mais en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que si le plan est ambitieux, eh ben, la mise en pratique est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît, puisque IBM peine énormément à intégrer culturellement et techniquement les différentes acquisitions, les nouvelles acquisitions au sein d'un même projet, donc Watson Health. Et finalement, au lieu de former un ensemble cohérent qui collabore pour atteindre un même but, on a les différentes entités qui fonctionnent comme un groupement d'entreprises distinctes, et IBM ne parvient pas à saisir pleinement les différences entre son activité traditionnelle et le monde complexe de la santé. Donc voilà, on est là sur la complexité des fusions, des acquisitions, et c'est vraiment quelque chose d'assez critique pour une boîte. C'est vraiment un sujet très très complexe. Moi, je l'ai vécu dans certaines boîtes pour lesquelles dont j'ai fait partie, et c'est un moment très compliqué pour les deux parties, pour ceux qui se font racheter et intégrer, et ceux qui intègrent et accueillent une nouvelle équipe, en fonction des modalités évidemment de l'achat ou de la fusion, etc. Des deux côtés, c'est compliqué. Donc c'est vraiment un moment assez déterminant dans la vie d'une société. Les années suivantes, du coup, l'entreprise IBM est frappée par des vagues de licenciements. Il y a de nombreux dirigeants qui finissent par abandonner le navire. Notamment, dernièrement, c'était Anil Jain, le cofondateur d'Exploris, qui avait été racheté par IBM, qui a quitté IBM à la fin de 2020, justement. Aujourd'hui, on a encore des discussions qui se poursuivent autour du fameux Health Cloud, ce nuage de données médicales. Cependant, les immenses banques de données n'ont pas été encore regroupées, comme je vous disais en tout début, dans une plateforme unique accessible aux clients ou au grand public, comme IBM l'avait promis. Donc, on ne sait pas trop de ce qu'il advient en fait de toutes ces données. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est que Watson Health a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard de dollars. Je suis incapable de vous dire sur quoi, mais c'est en tout cas bien loin des 5 milliards de dollars qui étaient prévus à ce moment-là. Voilà. L'un des problèmes notamment de Watson Health, c'est de faire beaucoup de promesses, mais de rien montrer de très concret. Et notamment, on avait donc, comme je vous disais, l'aspect marketing avec ces pubs qui montraient par exemple une fillette de 7 ans entourée d'ours en peluche en train de dialoguer avec un carré qui était en train de représenter Watson à ce moment-là, l'intelligence artificielle. Et elle explique à l'IA en train de lire ses données médicales qu'elle est guérie, puis elle demande à Watson s'il est docteur. Et là, Watson lui répond « Non, j'aide les docteurs à identifier les traitements contre le cancer », répond le carré, et IBM Watson aide les docteurs à vaincre le cancer au cas par cas. Donc ça, c'était vraiment une pub typique de Watson Health qui vendait pas mal de rêves sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans la pratique, ce qui se passe, c'est que les conclusions pour enchaîner sur un traitement médical pour un cancer ou un type de cancer reposent souvent diffèrent aux quatre coins du monde. En fait, les médecins adaptent leur protocole de traitement en fonction des régions, parce qu'il y a des disparités régionales dans l'accès au traitement, à l'équipement et au stock de médicaments. Et donc, du coup, l'accès aux soins ou au traitement n'est pas le même. Et donc, du coup, on ne va pas traiter le même cancer ou exactement le même profil de la même manière dans une partie du monde, dans l'autre. On peut déplorer cet aspect-là, mais en fait, c'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, du coup, ça a rendu, en tout cas, l'intelligence artificielle complètement inadaptée, en tout cas, à un déploiement à grande échelle, quoi.
sur cet aspect-là. Et ça l'a fait montrer, en tout cas, particulièrement inadapté. Et donc, du coup, on avait également la CEO à l'époque d'IBM qui incitait aussi à ses collaborateurs à annoncer autant d'accords et de partenariats que possible, alors que même rien n'était encore confirmé, ou ils n'avaient pas potentiellement encore les ressources nécessaires pour me faire la mise en œuvre de projets, etc. Donc, du coup, on a eu certains partenariats qui sont partis à l'eau, etc., enfin, qui ont pris l'eau et qui sont tombés à l'eau, voilà, pour faire les bonnes expressions. Bref, ça s'est vraiment effondré. En 2019, voilà, malgré les partenariats annoncés avec des grandes industries de l'industrie pharmaceutique, hein, Pfizer, Johnson & Johnson, Sanofi, etc., IBM se retire, annonce la suspension des ventes et du développement de Watson for Drug Discovery. Donc là, c'était justement toute la recherche de la branche de production de médicaments qui a été abandonnée. Voilà, parce qu'ils avaient dit que justement la gamme de services proposée par Watson Health manquait de cohérence stratégique. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, quand on se lance, plus on se lance sur... Alors la santé c'est très vaste, hein. Et là c'est ce que je vous disais en tout début, ils se lançaient sur les médicaments, sur le traitement du cancer, sur 36 000 sujets en même temps, ce qui rend évidemment la chose assez compliquée. Donc voilà, en tout cas, ce qui montre un petit peu les complexités de la technologie et qu'il ne suffit pas de balancer des termes assez trending comme intelligence artificielle pour réussir à prouver quelque chose et à vraiment délivrer. En tout cas, je pense que c'est ce qui a manqué. Aujourd'hui, en 2021, on n'est pas encore très très clair sur qu'est-ce qu'a délivré Watson Health. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en 2021 ? Eh ben, en 2020, en tout cas, il y a eu des milliers de postes qui ont été supprimés au sein du groupe. Hein. Et notamment, on a eu justement un changement de PDG en avril 2020, puisque Ginny Rometty a quitté son poste. Elle est remplacée par Arvind Krishna, qui est ancien vice-président de la division stockage et informatique cognitive. On en avait discuté justement à l'époque, et donc lui, Arvind Krishna, de son côté, il ne cache pas sa volonté justement de vouloir abandonner Watson Health et se recentrer plus sur les efforts de stockage et justement d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour gérer et transmettre de manière sécurisée les données. Donc du coup, revenir à un cœur de business d'IBM sur lequel ils maîtrisaient un peu plus. Donc moins d'innovation et se recentrer un petit peu sur le cœur de métier d'IBM. Voilà, et donc du coup, a priori, IBM serait en train d'envisager justement la vente de Watson Health actuellement. On n'a pas encore de nom officiel, mais voilà, c'est en tout cas sur le marché. Donc, je me suis un petit peu étendue sur l'article, mais je trouvais ça vraiment une étude de cas assez intéressante sur ce qui s'est passé et un petit peu le fiasco autour de Watson Health. Et comme quoi, une société tech ne peut pas se reposer entièrement sur soit la tech, soit des beaux mots. En tout cas, là, il manquait d'applications concrètes par rapport à la technologie qu'on essayait de présenter, quoi. Donc voilà, oui, j'ai fait un peu un monologue, mais voilà, je trouvais ça assez intéressant, quoi. Donc du coup, je vous propose d'enchaîner tranquillement. Du Bushi, tu peux le dire. Oui, voilà, je l'ai dit un peu tout à l'heure, justement. On enchaîne avec quelque chose d'un peu plus léger et cette fois-ci c'est du côté de Twitter qui veulent vous donner des nouveaux moyens d'acheter en ligne et non, c'est pas une blague. Et un fail de plus pour IBM. Ouch, cardinal de Richelieu, ça fait mal. Et donc on continue avec Twitter qui veulent vous donner donc une nouvelle manière d'acheter et donc directement sur Twitter. Donc ça c'est assez intéressant. On sent que Twitter là ils sont motivés. Hein. Autant on pouvait leur reprocher de ne rien sortir pendant plusieurs années, mais là en tout cas ils n'arrêtent pas de faire des annonces. Et là cette fois-ci c'est le CFO Ned Segal qui justement voilà, c'est entretenu voilà, avec, à la conférence de JP Morgan Global Technology et notamment il a dit: You should be able to click and buy something on Twitter
vous devriez être capable de cliquer, d'acheter quelque chose sur Twitter. Il a dit également on a vu que notamment les gens font beaucoup de recherches sur Twitter avant d'acheter quelque chose. En tout cas, ils se reposent sur Twitter et sur le partage d'opinions et d'avis sur des tweets, etc. Ou par des recommandations faites dans des tweets pour pouvoir orienter leur choix et leur décision d'achat. Et donc du coup, ils veulent utiliser cette opportunité pour muscler un peu Twitter, pour connecter justement les publicitaires actuels avec des nouveaux publicitaires, avec les consommateurs sur Twitter directement. Et donc ils se disent que ils vont investir dans l'e-commerce directement sur Twitter pour justement renforcer, mieux monétiser la plateforme permettre une connexion encore plus proche, une relation plus proche encore entre les commerçants et leurs consommateurs. Donc ça c'est intéressant, on avait justement en mars, on avait entendu parler de la rumeur de tweets qui vont inclure notamment des boutons qui vont permettre directement d'acheter dans le tweet. On n'a pas encore beaucoup de détails sur le sujet. On n'a pas de détails notamment de quelles vont être la part ou la participation que va se prendre Twitter sur ces achats qui se déroulent sur leur plateforme, s'il va y en avoir une ou pas. Mais en tout cas, on voit que, Sigal dit qu'ils sont en train de travailler de manière très très proche avec les marques pour voir comment ils peuvent construire une relation de longue durée et de confiance justement en mettant en place ce type de service avec les marques. Et donc c'est intéressant parce que là on sent que ça suit un modèle assez global qu'on a pu voir dernièrement sur les réseaux sociaux, notamment avec Facebook qui a lancé les fameux Instagram Shops dont on a parlé. On a également les Facebook Shops. On a également du côté de Snap qui avait annoncé la semaine dernière pas mal de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux consommateurs d'essayer les produits en utilisant justement la réalité augmentée pour pouvoir essayer et voir ce que ça rend avant d'acheter les produits. Donc là, encore une fois, c'est mieux se projeter avant de passer à l'acte d'achat. Donc voilà, on a Snap, Instagram, Facebook, tout ça qui mettent qui enclenche un petit peu la vitesse sur l'aspect commercial et monétisation sur ces plateformes-là. Et donc du coup, c'est tout à fait logique, en tout cas moi de mon point de vue, que Twitter veuille une part du gâteau sur le sujet. Et ce qui est aussi intéressant, et c'est ce qui m'a particulièrement intéressé dans l'article de CNBC là, que j'ai trouvé très très pertinent, c'est qu'ils disent que justement, d'un côté, on a un mouvement d'Apple qui va serrer la vis d'un point de vue privacy et donc qui va moins permettre de comprendre le rapport entre les publicités et la conversion sur les actions d'achat, puisqu'on va moins pouvoir traquer les consommateurs à travers les sites internet, etc., et sur leur potentiel parcours d'achat. Et donc, du coup, on ne sait pas si en tout cas les publicités sont efficaces, mais du coup ce qui se passe c'est que dans ce cas on veut garder les consommateurs sur la même plateforme où on sert à la publicité et leur permettre d'aller jusqu'au bout et de faire l'acte d'achat sur ces mêmes plateformes pour pouvoir la traquer sans avoir à suivre, sans avoir besoin de suivre parmi différents services, différents sites internet, etc. Pour ça qu'on essaie de réintégrer carrément l'aspect commercial et d'achat directement là où il y a eu la pub. Donc ça, je trouve ça assez intéressant comme changement. C'est peut-être une tendance en tout cas générale, mais à voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis assez curieuse, je sais pas vous, est-ce que vous voyez acheter des choses directement sur Twitter? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter des choses directement sur Facebook ou Instagram, vu que maintenant il y a des choses qui sont disponibles, ou est-ce que vous n'avez pas encore passé le pas? Je me demande, avec un tel désordre ou manque d'organisation chez Twitter, ils arrivent à continuer à rester en place sans avoir disparu. Ouais, le tutoriel, après, ils ont quand même une grande base d'utilisateurs. Hein. Ils ont du potentiel. Non, jamais, nous dit Red One. Reflex Amazon. Electram nous dit non plus. Petit sondage. Ouais, allez, on peut essayer un petit sondage. Alors attention, sauf que je suis pas bien organisée. Je vais essayer de faire un petit poll. Hop, donc gardez vos réponses dans la chatroom. Vous pouvez me chronométrer sur ma capacité à faire un sondage.
pourquoi ça n'a pas fonctionné. Voilà. Alors, on va mettre... parce que... On va mettre pensez-vous. Pensez-vous... Ou seriez prêt... Seriez-vous prêt à acheter... Ah, je vais pas y arriver. Directement sur un réseau social. Ah! Ah, la limitation des caractères, c'est violent. Ok, j'ai pas de point d'interrogation, mais on fera comme si. Hein. Oui, c'est déjà fait. Hop. Allez, et on va mettre 2 minutes. On commence. Voilà, le petit sondage est prêt. Vous pouvez voter. Donc, je récapitule. Seriez-vous prête à acheter en direct sur un réseau social? Oui, c'est déjà fait. Oui, pourquoi pas? Peut-être. Pas vraiment. Jamais. Donc là, je vois qu'on a plutôt une tendance sur du pas vraiment ou du jamais, où il y en a qui sont catégoriques dans la chatroom. Un sondage sur le live de Marion, le rêve. Ouais, c'est tellement rare, mais je fais exprès d'entretenir cette rareté. Ça ne rend les sondages que plus précieux. J'y crois pour Insta, pour les autres réseaux sociaux. Pas pour les autres réseaux sociaux. Bah, si t'es convaincu par Instagram, pourquoi pas les autres? Moi, j'avoue, hein, c'est un sujet intéressant. C'est-à-dire que je suis comme toi. J'ai failli passer... je me demande si... non, je crois que j'ai encore jamais passé le cap d'acheter sur Instagram. Mais c'est devenu un endroit où, en effet, je flâne pour potentiellement trouver des produits que j'aime bien. C'est la Mylène Farmer du sondage. Ah, excellent. Vous êtes bête dans la chatroom. mais en fait, l'avantage d'Instagram, c'est que ça repose sur le visuel. C'est des photos. Et donc, c'est une des premières choses qu'on regarde quand on achète, ou en tout cas quand on achète pour du maquillage, des fringues, des coques, enfin, sur beaucoup de choses, le visuel pèse beaucoup. Alors que sur Twitter... on commence avec du texte, Facebook aussi. À voir. En tout cas, l'expérience de flâner pour acheter n'est pas aussi confortable, je trouve, sur Facebook que sur Twitter. Alors, je regarde. On est encore sur du pas vraiment, du jamais. Hein. Il y a quand même 10 personnes. Alors voilà, donc là, ça y est, c'est fini. On n'a pas vraiment qui a remporté avec 68 votes. Mais on a quand même... Et 52 dans jamais. Donc, très catégorique. Mais on a quand même... 10 personnes qui ont déjà acheté sur un réseau social, 17 personnes qui disent oui, pourquoi pas, et 9 personnes qui disent peut-être. Alors, ça reste largement inférieur, hein, clairement, mais je pense qu'on n'en est qu'au début de cet aspect-là, de l'achat sur les réseaux sociaux. J'ai acheté une coque Rhinoshield à cause de vous. Dites pas à cause de nous, il faut dire grâce à nous. Parce qu'en fait, on t'a fait connaître cette marque peut-être, ou en tout cas, on t'a montré peut-être les avantages de cette marque, leur solidité. C'est positif. Insta me propose tellement de gadgets, je suis trop bien ciblée. J'arrête pas d'acheter sur Instagram. Heureusement, Marion est pas au courant. Oups, Jérôme.
Non, mais il achète sur, c'est quoi là, cette plateforme de crowdfunding? C'est Indiegogo, etc. À chaque fois qu'il achète, j'ai une notification. C'est affreux, je trouve, comme fonctionnement. Parce que comme on est amis sur la plateforme, ou sur Kickstarter, je crois que c'est sur Kickstarter qu'il achète ces trucs. Et donc, je suis notifiée parce que on se suit, on est amis sur Kickstarter. Et du coup, je suis notifiée de ce qu'il achète. C'est une horreur, comme en termes de vie privée. Mais bon. Le Twitch achat, ça compte. Ah ah. Et non, c'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. Pourquoi pas? On pourrait se dire que ça compte. On pourrait se dire, parce que finalement, c'est un live, c'est social, c'est sur Twitch. En effet. Et oui, mais en fait, j'aurais dû vous poser la question dans cet angle-là. Tout à fait. Euh, Là, ouais, les visuels, ouais, le réseau social, ça peut m'influencer, mais je vais direct sur le site de la marque. Ouais, Gukivaya, Caribou, j'ai tendance à faire la même chose que vous. J'ai tendance à faire la même chose que vous, mais j'avoue que ça m'est arrivé d'aller sur le site de la marque directement depuis Instagram, sur les pubs Instagram. Mais à voir. Mais je crois que j'ai jamais passé le cap d'acheter parce que je me méfie de l'achat impulsif. Et je suis un peu trop raisonnable peut-être, donc du coup j'attends toujours un peu, il faut que je mijote avant de, de passer à l'acte d'achat. Bref, allez, on continue. Voilà, donc je trouvais ça vraiment intéressant pour Twitter. On en reparlera évidemment si on a des choses qui arrivent. Autre gros sujet du jour, c'est l'arrivée du système de QR code pour vérifier votre entrée dans les établissements. Donc évidemment, il y a le déconfinement qui se poursuit en France. On arrive à une nouvelle phase du déconfinement qui va se déclencher à partir du 9 juin, où tout simplement vous allez avoir un nouveau dispositif qui va se mettre en place, et c'est notamment le retour des cahiers de rappel dans lequel les publics doivent renseigner ses coordonnées pour être alertés si un malade est repéré, et donc du coup de l'arrivée également du système de QR code à scanner à l'entrée. Donc en fait vous allez avoir deux choix possibles. Donc ce qui est obligatoire, c'est si vous pénétrez à l'intérieur d'un établissement, notamment d'un restaurant. Ici, on va prendre l'exemple du restaurant. Si vous pénétrez à l'intérieur, c'est-à-dire vous n'êtes pas sur la terrasse, parce que là, c'est en extérieur, vous n'avez pas besoin, hein, je fais la précision, mais si vous êtes à l'intérieur de l'établissement, il va falloir donner un moyen d'être contacté en cas de détection d'un malade dans l'établissement, pour que du coup vous preniez les mesures nécessaires pour vous mettre en isolation et faire les tests, etc. Et donc du coup, vous avez le choix entre faire le cahier de rappel, vous saviez, ces cahiers qui étaient mis à disposition des établissements où vous deviez renseigner généralement votre nom, votre prénom, votre numéro de portable, etc. pour être contacté, voilà, ou ce nouveau système de QR code. Donc là, le système de QR code, on va en parler ce matin pour voir un petit peu de quoi il s'agit, quelles informations sont en jeu, et est-ce que c'est anonyme comme moyen ou pas du tout. Et donc voilà, donc comme je vous disais, hein, ni l'usage de tous anti-Covid, ni celui des QR codes est obligatoire, parce que dans tous les cas, vous pouvez utiliser les cahiers de rappel, hein, donc encore une fois, c'est pas obligatoire, vous avez le choix entre les deux, mais en tout cas, comment on va utiliser le QR code pour ceux qui sont intéressés? Tout simplement, le ou la propriétaire de l'établissement va renseigner le type de lieu. Donc, il faut déjà qu'il documente l'établissement, son propre établissement. Donc, le type de lieu, c'est par exemple une discothèque, un restaurant, une salle de sport, etc. Sa capacité d'accueil et potentiellement, le cas échéant, sa superficie. Il n'est pas demandé, en tout cas, à aucun moment, il n'est demandé le nom du lieu, l'adresse, l'identité du gérant ou quoi que ce soit d'autre. Donc, il n'y a pas de localisation ici ou d'information qui permettrait d'identifier le type d'établissement ou l'établissement lui-même de manière spécifique. Voilà, donc ça c'est intéressant. Déjà, en termes de fichage d'établissement, on est sur des données très générales, c'est-à-dire uniquement le type d'établissement, puisque peut-être que les mesures de sécurité ne seront pas forcément les mêmes appliquées. Voilà, à voir. Peut-être que dans une discothèque, etc., ça sera plus grave qu'ailleurs, j'en sais rien. Parce qu'on a tendance à être plus proche, il y a de la sueur, etc., à voir. On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça reste des informations très, très génériques. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va générer un numéro d'identification. Hein. On va avoir un code voilà, qui est très, très, très long, juste pour pouvoir
identifier cet établissement-là, mais pas forcément son nom, sa localisation, etc. Et donc, ce qui va permettre qu'en cas d'alerte, seules les personnes qui ont enregistré le code de l'établissement vont être prévenus. Le QR code peut être imprimé sur des feuilles en papier pour être facilement scannable à l'extérieur, mais à aucun moment le fait de scanner un QR code va permettre de récupérer la liste des personnes qui l'ont scanné. Donc à aucun moment le propriétaire ou n'importe qui essaierait de scanner le QR code va pouvoir retrouver toutes les autres personnes qui l'ont scanné. Donc ça, c'est pas possible techniquement dans tous les cas. Donc ça, c'est intéressant à savoir et à rappeler. Ce qui se passe aussi, c'est quand vous scannez le QR code d'un établissement, l'information est enregistrée localement dans le smartphone avec un horodatage, c'est-à-dire la date et l'heure de visite, et une durée, c'est-à-dire qu'on va conserver la validité de ce passage dans l'établissement pendant une durée spécifique. Et tout ça, c'est indiqué dans le code QR, parce que potentiellement, en fonction du type d'établissement, on va se dire que les gens vont rester peut-être plus longtemps dans une discothèque que dans un restaurant, etc. Donc peut-être que dans un restaurant, on calcule 2 heures le temps de faire un repas. Dans une discothèque, on va peut-être calculer 4 heures, parce qu'on se dit qu'on y passe toute la soirée ou la nuit. À voir, hein, je fais des hypothèses, mais peut-être que c'est ça. Et tout ça, ça sera des informations qui sont dans le QR code et qui vont du coup donner une validité au moment où vous scannez le QR code à une heure précise. L'application n'utilise à aucun moment la localisation ni des personnes ni des lieux, que ce soit au moyen des données GPS des téléphones portables ou autres. Donc ça, c'est ce qui est dit en tout cas dans la documentation du dispositif. Alors attention, c'est vrai que sur Android, il y a une demande d'accès à la géolocalisation au moment de l'inscription. Ça peut déstabiliser, mais c'est en raison de contraintes techniques sur l'OS mobile de Google. Et c'est pas lié au fait qu'on va tracer, stocker et enregistrer la localisation, a priori. En tout cas, c'est ce qui est dit. Qu'est-ce qui se passe si une personne est déclarée malade ? Si elle rentre l'information dans l'appli, puisque c'est la condition du coup pour alerter les autres personnes. Donc attention, hein, sachez que tout le monde est responsable de faire la bonne action, en tout cas d'avertir. Donc notamment, il y aura de toute façon la Sécu aussi qui pourra vous appeler, etc. si un test est avéré positif. Mais en tout cas, cette dernière va transmettre à un serveur central contrôlé par l'État l'identifiant du mobile sur lequel Tous Anti-Covid est installé, dans le cadre du traçage des contrats électroniques, mais aussi les informations relatives au QR code, c'est-à-dire l'identifiant associé au lieu ainsi que l'horodatage. Donc, si vous scannez par exemple un lieu à 15h, la plage horaire ira de 15h à 17h, pour donc les 2 heures de validité du code. Et si vous restez plus longtemps, il faudra potentiellement le scanner une seconde fois. Donc ça, encore une fois, je suis pas sûre que beaucoup de personnes le fassent. Mais en tout cas, c'est comme ça, c'est les contraintes et pour d'un côté respecter la vie privée et de l'autre les contraintes techniques. Et donc à ce moment-là, le serveur va se charger de transmettre aux applications une liste des lieux qui sont à risque, c'est-à-dire la liste des lieux que la personne a potentiellement fréquentés depuis qu'elle serait potentiellement positive, et donc du coup va envoyer cette alerte sur la base. Donc qu'est-ce que je peux vous dire ? Et c'est au niveau local, c'est-à-dire dans les smartphones, qu'une correspondance est effectuée. L'application va vérifier si le code QR et l'horodatage reçu du serveur concernant un lieu à risque correspond à un code QR et à un horodatage similaire. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc du coup, voilà un peu, grosso modo, comment ça fonctionne. Voilà. Donc voilà grossièrement comment ça marche. Donc voilà, entre les échanges entre les smartphones et le serveur qui sont donc très limités et surtout au strict nécessaire. Tant qu'ils ne se déclarent pas eux-mêmes malades, les autres individus n'envoient rien au serveur sur les lieux qu'ils ont visités. Donc ça reste localement sur votre smartphone, qui sont de toute façon anonymes. Autre point très intéressant, où là, encore une fois, ils ont fait très attention, je ne suis pas en train de faire la pub, hein, mais je trouve que c'est intéressant dans la manière dont ils ont fait attention à faire Privacy by Design. L'application efface automatiquement les lieux qui ont été scannés et mémorisés après 2 semaines, au moment de l'ouverture. Ces 15 jours correspondent tout simplement à la moyenne d'incubation du virus. Donc ils se disent de toute façon ça sert à rien de conserver ces données ad vitam aeternam parce qu'elles sont utiles juste pendant 15 jours. Si vous n'avez pas eu de signes
de maladie, ça ne sert à rien, et que même s'il y a eu une personne à risque qui a fréquenté le lieu, ça ne sert à rien si vous n'avez pas contracté de toute façon de symptômes. Donc il n'y a pas besoin de conserver ces données après 15 jours. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Par ailleurs, il est également, vous allez voir que justement, l'application Tous Anti-Covid regroupe tous les liens enregistrés dans un journal dédié, que vous pouvez consulter et supprimer les entrées que vous souhaitez. Donc vous allez pouvoir choisir vous-même si vous souhaitez supprimer certaines entrées. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise, etc., vous pouvez les supprimer. Ou il y a certains lieux que vous tenez à garder secrets pour une raison X ou Y, je ne vais pas m'en mêler, c'est vos affaires, mais vous pouvez en tout cas les supprimer. Donc voilà en tout cas comment c'est assez intéressant. À savoir que, je sais pas vous, mais pour être allé dans des restaurants et avoir utilisé ces cahiers de rappel, c'était quand même laissé aux quatre vents, c'est-à-dire à disposition de tout le monde, avec les numéros de téléphone, adresse email et identité de gens. Et moi je m'étais fait la remarque, c'est moyen quoi. Tu prends une photo de la page, t'as les données, alors tu sais pas ce que t'en fais. Je veux dire, la probabilité pour que les gens l'utilisent est peut-être faible, mais bon, mine de rien, vous aviez quand même le numéro de téléphone, l'adresse email et l'identité des gens, quoi. Donc bon, je trouvais qu'en termes de vie privée, c'était pas génial non plus, quoi. Là, en tout cas, voilà. Donc vous avez le choix, dans tous les cas, entre le carnet de rappel et le QR code, mais je trouvais ça intéressant que ce matin, on détaille un petit peu comment ça se passait concrètement. Plus confiance au QR qu'au cahier en papier, on a des infos sur ce qu'en dit la CNIL. Non, en tout cas dans cet article-là, j'ai pas d'infos spécifiques sur l'avis de la CNIL. Mais voilà, comme je te le disais, y a rien dans les données du QR code qui permet d'identifier une personne spécifique et les lieux spécifiques qu'elle consulte. Y a juste un match qui est fait à l'échelle du smartphone lorsqu'il y a une alerte qui est remontée. Donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Donc je trouve ça assez intéressant. Ce qui est cocasse, c'est que les discothèques font partie des établissements devant utiliser les cahiers QR code de rappel alors qu'elles peuvent toujours pas ouvrir. Ou comment enfoncer le clou bien profond. Fanou du 62, ouais, c'est vrai que pour l'instant, les discothèques peuvent pas ouvrir, mais c'est aussi en mettant en place les bonnes mesures de protection et d'alerte qu'on va leur permettre d'ouvrir plus rapidement que si on les avait pas mises en place. Donc pour l'instant, voilà, il a bien fallu catégoriser et prendre le devant sur les types d'établissements. À voir quand est-ce que ça se fera. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas d'infos. Voilà en tout cas pour le plus de détails sur comment ça fonctionne. Je vous propose de terminer tranquillement avec le dernier article tech ce matin. Et c'était pour vous parler d'une rumeur concernant Valve. Et oui, le studio de jeux vidéo et de hardware Valve serait en train de construire secrètement dans leur base secrète un portable, un PC portable de type Switch, donc vraiment ultra portable avec les mains, qui pourra du coup faire fonctionner un grand nombre de jeux compatibles Steam PC, sur la plateforme Steam PC via Linux. Voilà, et que la production de masse pourrait démarrer à la fin de l'année. Donc finalement, pas si loin. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a eu plusieurs sources, a priori, d'après l'article, plusieurs sources qui sont familières avec le sujet, qui ont confirmé que le hardware avait été en développement depuis quelques temps. Et cette semaine seulement, Valve a même pointé du doigt un peu l'appareil en laissant glisser quelques informations dans le code qui seraient liées justement au hardware, avec la dernière version de Steam, justement. Vous savez, le Steam, donc du coup cette plateforme de gestion et d'achat de jeux en ligne, très très connue. Et donc mardi, on a eu notamment le SteamDB opérateur Pavel Genjic qui a justement identifié ces changements dans le code de Steam. Excusez-moi, qui identifie justement un appareil qui s'appelle SteamPal.
Donc c'est pour ça que j'ai mis le hashtag Steampal dans le nom du mug ce matin. C'est qu'a priori, en tout cas, c'est le nom de code de l'appareil et qui serait dérivé d'un nom de code précédent qui s'appelait Neptune, qui a commencé à apparaître en septembre dernier. Voilà, et notamment on avait Neptune Optimized Games, potentiellement pour des choses qui permettraient d'optimiser le jeu pour que ça fonctionne de manière parfaite sur ce type d'appareil. Voilà, et donc on a eu aussi d'autres personnes qui ont vu des indices dans le code sur un type de contrôleur. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? On n'a pas la confirmation sur le nom final de l'appareil, évidemment. On sait que ça serait un all-in-one PC avec des contrôles, un gamepad de contrôle, un touchscreen, un écran tactile avec les fonctionnalités, en tout cas le look et les fonctionnalités d'une console comme une Nintendo Switch. Donc très 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 portable, à la différence près qu'on n'aurait pas forcément la possibilité d'enlever les contrôleurs. Vous savez, on a ces Joy-Con sur les côtés de l'écran de la Switch qui s'enlèvent. On n'aurait peut-être pas forcément cette fonctionnalité-là, mais en tout cas, on serait sur un PC qui permet de faire tourner les jeux Steam très très portable, très très maniable au type Switch, sur le modèle de la Switch. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le cofondateur de Valve avait notamment donné des indices lors d'un panel à une école en Nouvelle-Zélande, justement plutôt ce mois-ci, où il avait un peu éludé une question sur le futur de Valve, et il avait notamment dit vous aurez une meilleure idée du futur de Valve aux alentours de la fin de l'année. Et ça ne sera pas la réponse à laquelle vous vous attendez. Vous vous direz « Ah ah, maintenant je comprends de quoi il était en train de parler ». Donc voilà, donc il prépare quelque chose d'assez surprenant, d'assez inattendu pour Valve et pour Steam. Et donc du coup, justement, une console hardware, ça pourrait être assez intéressant sur Linux. Oui, ça serait sur Linux, tout à fait. Et c'est vrai que ces dernières années, on a eu quand même le marché des consoles type Switch-like, de ces ordinateurs type Switch-like, qui a explosé. Voilà, au début des années 2020, on a vu Alienware qui avait révélé justement son premier PC de jeu Switch-like. Voilà, le concept n'était pas allé au produit commercialisé, mais on sentait quand même que les différentes sociétés tournaient autour, s'excitaient un petit peu sur le concept de ces ordinateurs ultra portables type console pour jouer et l'emporter partout avec soi. Donc ça, c'est assez intéressant. On a eu pas mal de constructeurs chinois qui se sont lancés, GPD, One Netbook et Aya, qui sont allés vraiment sur ce secteur de l'ultra-mobile PC, avec des processeurs et des châssis qui ressemblent vraiment à la Switch. Certains jeux fonctionnent mieux sous Linux que sur Windows. Oh là là, Electribe, ça balance, ça balance, ça balance. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus d'intéressant? Le Steampal on est encore au stade de prototype pour l'instant. Les features sont vraiment peuvent évidemment changer. Donc ça serait pas la première fois justement avec Valve, mais a priori ce qu'ils disent, c'est que ça devrait inclure un D-pad. On n'a pas de détails non plus sur des annonces spécifiques de hardware. On n'a pas la taille de la batterie, on n'a pas la taille de l'écran, on n'a pas la résolution de l'écran, on n'a pas la mémoire ni la capacité de stockage. Donc pour l'instant, on en est vraiment, vraiment au tout début de cette information. On vous tiendra au courant évidemment si on a plus d'informations qui arrivent. Mais en tout cas, ça serait construit avec Linux. Pour s'aligner avec justement la volonté de Valve de rendre disponible tout son catalogue avec un OS open source et notamment à travers Steam Proton. J'étais même pas au courant de Steam Proton, pour être honnête. Mais ça ne veut pas dire non plus que Valve fermerait la porte à un potentiel partenariat avec Microsoft. Donc à voir ce qui va se passer pour l'instant, mais c'est très clairement orienté plus Linux pour l'instant, à voir ce qu'ils vont proposer potentiellement avec Windows.
Heu, voilà. Je pense que pour l'instant, on va s'arrêter là-dessus parce qu'après on part vraiment dans les spéculations, mais je trouve ça assez intéressant. Moi, je suis assez, excitée par tout ce qu'a pu faire Steam sur l'environnement du jeu vidéo, et je suis assez curieuse par ce qu'ils vont, sortir ici sur cette console, voilà. Oui, Steam Proton, c'est Steam Play. D'accord, je sais pas ce que c'est Steam Play. Vous voyez que je suis super calée en termes de jeu, hein, sur l'environnement gaming. Voilà en tout cas pour la dernière rumeur de ce matin. Et du coup, j'en profite un petit peu pour parler de nos sponsors, parce que j'en avais pas encore parlé aujourd'hui. Nos sponsors, vous les connaissez, hein. C'est ExpressVPN notamment, et donc on a ExpressVPN, vous le savez, donc le VPN. Si vous souhaitez tester, vous savez ce que c'est, hein, maintenant, ça fait quelques temps qu'on en parle. Si vous souhaitez tester, vous pouvez prendre un abonnement et vous aurez 3 mois d'abonnement gratuit offert, en moins sur le prix de l'abonnement général, et vous avez 30 jours pour tester et être remboursé si vous n'êtes pas convaincu. Donc ça vous permet de tester en tout cas, et de voir ce qui se passe en tout cas avec ExpressVPN. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un focus vraiment axé sur la sécurité. Ils ne stockent rien sur des serveurs, donc voilà. Et en plus, ils ont quand même une présence assez large à travers le monde, donc vous aurez le choix des serveurs là où vous voulez que votre navigation soit redirigée, et en termes d'impact sur la connexion internet, moi j'ai entendu des très bonnes choses sur un très faible impact. En tout cas, on ne sent pas qu'on passe par un VPN. Généralement, il y a une réduction du débit. Bah là, a priori, ça se passe plutôt très bien. Donc, vous aurez la possibilité de tester pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Je lis un petit peu les commentaires. Merci Samuel de partager le lien. Et donc du coup, je vous ai parlé évidemment d'ExpressVPN, mais vous connaissez aussi notre sponsor Pritel. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir dans la description de la vidéo pour tout savoir sur notre partenaire Pritel. Je vous propose d'enchaîner avec la cerise sur le croissant pour cette fin d'émission. Et voilà, c'est la fin d'émission, mais avant de vous quitter, je voulais vous montrer un petit point artistique. Voilà, on n'en parle pas souvent, mais c'est intéressant de voir comment la technologie peut proposer des nouvelles possibilités d'expression artistique. Et donc là, c'était le cas ce matin. J'ai découvert une série de photos du photographe aérien Brad Walls, voilà, qui utilise les drones du marché consommateur, hein, donc accessibles à tous, pour créer des images, notamment de danseurs, de ballerines notamment, de plongeurs, de joueurs de tennis, et également de piscine. Voilà. Et donc ici, il a allié à la fois l'aspect sportif et piscine, puisqu'il s'est intéressé à la natation synchronisée. Donc ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, il paraît que ça ne s'appelle plus la natation synchronisée, mais que ça s'appelle maintenant la natation artistique. Je ne savais même pas. J'étais encore restée sur l'ancienne prononciation, en tout cas l'ancienne appellation, on va dire ça comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a travaillé tout simplement avec une équipe à Sydney en Australie pour justement photographier l'art de la natation artistique, et donc réaliser des formes géométriques avec des prises de vue du coup du dessus, ce qui donne une nouvelle perspective en fait à la natation natation artistique, excusez-moi, puisque normalement la natation artistique en effet c'est basé sur des figures géométriques, et du coup, on peut pleinement les apprécier que d'un point de vue de dessus, mais en fait, on a rarement ce point de vue de dessus, on a plutôt un point de vue généralement latéral. Et donc, du coup, ici, la technologie
permet de capturer et de proposer un nouvel angle de vue sur cette pratique sportive et artistique. Et donc du coup, je vous montre, alors ça rend pas grand-chose, pour ceux qui sont intéressés, je vous propose vraiment, alors évidemment, hop, je vais baisser la luminosité. Ça rend pas grand-chose sur l'iPad et à l'écran montré comme ça. Je vous propose vraiment d'aller voir l'article pour ceux qui sont intéressants, mais on a vraiment la géométrie qui a été capturée, l'alignement qui a été capturé ici dans ces clichés. Et ça donne un rendu assez graphique de ces formes-là. Donc celle-là, c'est pas forcément ma préférée. Moi, j'apprécie beaucoup celle-ci aussi. Et donc, il a travaillé lui-même à réaliser sur son téléphone, en fait, quelle forme il voulait que les nageuses forment. Et ensuite, pour faire les prises de vue. Et donc, la dernière qui paraît toute simple, mais qui était une des plus compliquées à réaliser, c'était celle-ci. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on se dit, mais pourquoi c'est une des plus compliquées à réaliser ? Tout simplement parce qu'en fait, les nageuses doivent effectuer des mouvements pour rester en position. Pour ceux qui ont déjà vu des enchaînements de natation synchronisée, il faut pouvoir se maintenir en place. Et donc, du coup, elles font des mouvements perpétuels pour rester en place. Et donc, si vous souhaitez capturer l'alignement et la synchronisation des nageuses, en fait, il a fait des montages, c'est-à-dire qu'il a utilisé plusieurs clichés pour faire un montage d'un cliché. Le problème, c'est que combiner les mouvements perpétuels des nageuses avec le mouvement de l'eau à côté, ça devient quand même assez complexe à faire ce montage-là. Et en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Mais je trouve ça assez intéressant de voir comment la technologie peut débloquer et ouvrir des nouvelles possibilités de prise de vue, de point de vue, de perspective artistique sur ces pratiques-là. Voilà, donc c'est pour ça, c'était le petit point artistique ce matin. J'aime bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Voilà, celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Il paraît en fait tout simple, mais moi j'aime bien en fait quand c'est évident, simple et épuré de cette manière-là. Voilà. Je suis pas une grande fan de la natation artistique, mais il faut quand même reconnaître que c'est assez fascinant, je trouve, comme pratique. Super travail photo. C'est vrai que peu d'artistes exploitent les possibilités des drones, ouais. Alors le nom, pour ceux que ça intéresse, le nom du photographe, c'est Brad Walls. Alors, est-ce que j'ai plus d'informations sur Brad Walls ? Il a un compte Instagram, justement. Il a un compte Instagram. Vous aviez peut-être vu, moi, celle-ci, ce cliché-là, il me dit quelque chose. Il me semble que je l'avais déjà vu. Ah là là, Ah là là, je suis désolée, mais j'ai la luminosité qui s'enclenche automatiquement, j'arrive pas à le changer. Voilà, il se remet automatiquement, j'ai mon iPad qui est têtu. Et donc vous pouvez suivre donc son compte c'est Brad's Canvas. Donc BRADSCANVAS. Si Samuel, si tu peux partager l'URL de son lien Instagram, mais voilà, Samuel a partagé le lien de l'article. Donc dans le lien de l'article, en cliquant sur le nom, vous pourrez accéder au compte Instagram. Baron Marioton, c'est exactement ça, c'est Brad's Canvas, tout attaché sur Instagram. Tout à fait. Et donc là, vous allez voir pas mal de clichés vus de dessus. Donc vous avez des danseurs, pas mal de danseurs, ouais. Encore une fois, de la natation artistique. Vous avez vu de piscine vue de haut aussi. C'est très, très graphique. Moi, j'avoue que je viens de m'abonner. Je suis assez fan de ce qu'il fait. Je trouve ça assez fascinant, ces nouvelles perspectives. Voilà. Pourquoi ne pas caster à l'écran ? Parce qu'on n'a pas de solution évidente pour caster à l'écran avec le setting que j'ai ici. Mais on retravaillera ça une fois qu'on aura déménagé. On retravaillera ça pour que je puisse vous projeter de manière plus efficace durant le mug. Ouais. Désolée pour ça. Les vues de dessus, ça
pu se faire sans drone avec les appareils sur cam. Oui, tout à fait. Cackle, tout à fait. Mais là, l'accessibilité de la chose va permettre de repousser, d'avoir des différentes personnalités artistiques qui vont s'en emparer aussi. Espionnage sportif. Celle du basketteur est sublime. Je ne l'ai pas vue encore, celle-ci. Je regarde si je peux vous la montrer. Je vais essayer de voir rapidement. Ah, mais t'es allé loin, là. Je la trouve pas. Ah, c'est celle-ci. Peut-être celle-ci. Vous l'avez vu en aperçu. Voilà. Sébastien Roignan utilise le drone depuis des années. Et ben voilà, comme quoi. Mais là, c'était dans ce cadre précis qui était intéressant. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu cette série, ça faisait longtemps. Du coup, ben voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Il est 9h24, donc on va pas faire de Cornfax ce matin, mais plutôt la semaine prochaine. On va se le garder pour la semaine prochaine. Donc gardez vos petites questions, si elles sont spécifiques à moi. Hein, sinon, vous pourrez les poser à Guillaume demain matin. Mais voilà, et du coup, je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous donne rendez-vous de mon côté de la semaine prochaine. Mais sinon, comme d'habitude, vous retrouvez Guillaume demain matin à 8h. Et puis, n'oubliez pas, hein, le Twitch Achat aujourd'hui à 12h30, officiellement le Twitch Achat. J'adore ce nom, je ne me lasse pas de le dire. Mais voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. On va voir si on va faire un petit raid peut-être avant de partir. Hop, je regarde. Et ben on enchaîne sur Pépipin, tiens. Allez, Pépipin, comme ça varie. Hop. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.